Le système pyramidal. L'idée est très simple, je vais prendre tous tes sous pour te rembourser et gagner toi aussi des sous. Tu vas prendre les sous des autres gens qui devront aussi trouver d'autres gens pour prendre leurs sous qui me donneront et je te redonnerai une partie. En 1919, Charles Ponzi, 37 ans, italien, domicilié à Boston aux États-Unis, il cherche des fonds pour lancer un magazine qui serait consacré à l'export. Alors, qui correspond avec l'étranger, il découvre à l'intérieur d'une lettre venue d'Espagne un coupon réponse international, un CR. Il remarque que ce coupon a été payé en pesetas, donc l'équivalent de 1 cent américain. Or, à l'époque, ce coupon peut être échangé dans une poste de Boston contre un timbre de 6 cents, soit 6 fois la valeur du SCRI de départ. Et c'est sur ces écarts de change que Ponzi décide de faire de l'argent. Le 26 décembre 1919, Charles crée une société qui s'appelle The Securities Exchange Company. L'idée annoncée à ses clients, c'est d'investir de l'argent de départ, qui est rémunéré à hauteur de 50% au bout de 3 mois, grâce au change de CRI. Ça fonctionne sur le principe. Par exemple, Nicolas investit 100 $ en janvier, Ponzi fait son bail avec les CRI, et en mars, Nicolas récupère 150 $. Ça se tient. Ça se tient tellement que dans la vraie vie, ça fonctionne. Au bout de 3 mois, les premiers clients reçoivent l'argent de leurs intérêts. Ils se disent alors que le système de Ponzi fonctionne bien et début juillet 1920, c'est 30 000 clients qui ont déjà déposé plus de 10 millions de dollars au bureau de la compagnie. Ponzi empoche à cette période jusqu'à 1 million de dollars par semaine dans les poches de sa société. C'est une somme absolument faramineuse pour l'époque, parce que c'est pas les mêmes valeurs. Mais en juillet 1920, le Boston Post fait un article qui va semer la panique chez tous les investisseurs de chez Ponzi. Clarence Baron, analyste financier, écrit que seuls 27 000 coupons postaux CRI sont en circulation aux États-Unis, soit 133 millions de moins que ce qu'il aurait fallu à Ponzi pour investir tout l'argent que les investisseurs avaient mis chez lui. Donc il y a une grosse panique, il y a de nombreux investisseurs qui commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche et ils retirent tout leur argent. Ponzi rembourse 2 millions de dollars en 2 jours et le 26 juillet 1920, il encaisse encore jusqu'à 200 000 $ par semaine quand enfin le procureur Joseph Pelletier demande à ce que Ponzi arrête le recrutement de nouveaux clients. Donc il n'a plus de nouveaux clients qui rentrent chez lui. Et là c'est un souci parce que donc s'il n'y a plus d'argent rentrant, il ne peut plus le sortir. Le Boston Post enfonce le clou en août en écrivant que Ponzi a déjà fait de la prison. C'est le retour de la panique et des demandes de remboursement de tout l'argent, toute la moula qui était chez lui. Ponzi commence alors à remplir des chèques à l'ordre des clients mécontents. Mais là où ça devient ouf, c'est que la commission bancaire voit une catastrophe arriver et commence même à craindre pour le système bancaire de l'État. C'est hallucinant qui pourrait s'écrouler si Ponzi se mettait à rembourser tous ses épargnants d'un seul coup. Donc les chèques émis par Ponzi sont volontairement refusés par les banques et c'est à la mi-août que l'escroquerie éclate officiellement, au grand jour, sous toutes ses coutures. En gros, Ponzi payait bien les intérêts de tout le monde, simplement les intérêts, pas la mise de départ, avec une partie de l'argent des nouveaux épargnants. Donc on avait l'impression que le système était opérationnel, mais à partir du moment où il n'y a plus de nouveaux épargnants, ou que tout le monde voulait retirer en même temps, la pyramide s'est effondrée. Charles a été emprisonné et condamné à 5 ans de prison, il en fera au final que 3. La nationalité américaine lui a été refusée, mais il restera tout de même aux États-Unis, et il est mort ruiné en Amérique latine en 1949 à l'âge de 66 ans. L'affaire Madoff, c'est un autre exemple qui illustre la taille gigantesque que peut avoir un système pyramidal. Bernard Madoff, c'est la légende de Wall Street. Il a réussi à créer et à administrer une chaîne de Ponzi de 1960 à 2008, c'est il n'y a pas si longtemps. Pendant 48 ans, il a réussi à faire fonctionner un réseau en promettant un retour sur investissement de 12% à ses clients, ce qui est énorme dans le milieu bancaire parce que c'était un taux fixe et sûr, enfin soi-disant sûr, selon Bernard. En 1960, Madoff a 22 ans, il a 5 000 $ dans ses poches et crée un fonds d'investissement. Alors au départ, tout est légal. Madoff reçoit les capitaux de ses clients, il les met dans des fonds d'investissement à risque dont la performance est réputée comme étant supérieure à la moyenne, mais c'est là où ça commence déjà à déconner. Quand les gains obtenus étaient en dessous de la rentabilité qu'il avait un peu promis à ses clients, au lieu de réduire le montant distribué aux investisseurs, c'est un truc à risque, Madoff prenait l'argent des nouveaux entrants pour les rémunérer. Et ça a été le début de sa pyramide. Mais vous allez voir, l'histoire est folle. Puisque Madoff tenait en apparence ses promesses, sa réputation grossissait et les nouveaux entrants arrivaient avec une forte somme en plus pour entrer dans le système. Pour entrer dans le système, il fallait au mieux être parrainé et quoi qu'il arrive, mettre beaucoup de pognon d'un coup. Ça roule pendant 48 ans et c'est la crise financière de 2008 qui a vraiment raison du système Madoff. Alors que les bourses, les différentes bourses qu'il y a dans le monde s'effondrent, il y a de nombreux investisseurs qui demandent à l'homme d'affaires de récupérer leur argent parce qu'ils se disent ça va partir en fumée avec la crise. Et c'est peine perdue puisque cet argent, il n'existe déjà pas. Il a servi chaque année à payer les intérêts de ces mêmes investisseurs en fait. Madoff prévient alors son fils qui prévient lui-même les autorités
et le FBI embarque Madoff. Je raccourcis l'histoire, il y a plein de documentaires que je vous invite à regarder sur l'histoire de Bernard Madoff. Ce qui est intéressant, c'est que Madoff aurait fraudé l'ensemble de ses victimes pour un montant de plus de 65 milliards de dollars et que parmi elles, on pouvait compter des fondations comme celle de Steven Spielberg. En France, il y a des sociétés comme BNP Paribas, AXA, le Crédit Agricole, Groupama, la Société Générale qui en ont fait les frais, qui avaient investi dessus. Les petits épargnants français, eux, auraient été touchés à hauteur du coup de 40 millions d'euros puisque les banques comme ça avaient l'argent des petits épargnants de France et allaient investir ensuite directement chez Madoff. Mais du coup, ceux qui se sont fait vraiment avoir, c'est ceux qui avaient mis leur argent au départ. Madoff a été condamné à 150 ans, c'est beaucoup, de prison, et aujourd'hui il est bien sûr ruiné. Pour l'anecdote, Madoff s'est recyclé en prison comme étant parrain du marché du chocolat chaud auprès des autres détenus. Il est incarcéré en Caroline du Nord, il a mis en place un système où il achète tous les produits de la marque Swiss Miss, et il le fait en direct, directement auprès de l'intendant de l'établissement pénitentiaire, et ensuite il les revend plus cher dans la cour. Voilà, on se refait pas. On pourrait penser aujourd'hui que ce système illégal est connu de tout le monde et n'existe plus, mais c'est complètement faux. Ces dernières années, il y a plusieurs entreprises qui ont été pointées du doigt parce qu'elles étaient soupçonnées d'utiliser ce même système. Et parmi elles, il y en a peut-être qui vont vous parler. Il y a Eatworks, Herbalife, GetEasy, OneCoin, etc. Leur réseau se développe de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc c'est hyper actif, hyper rapide. Il y a la création de faux comptes, des publicités mensongères ou simplement des personnes que vous connaissez dans votre entourage ou dans vos amis qui du jour au lendemain vous proposent du maquillage et des produits pour la santé. Je suis sûr que vous avez déjà vu passer ça. Les premières victimes, ce sont les nouveaux entrants et c'est principalement des gens qui sont à la recherche d'un revenu complémentaire et la plupart du temps aussi qui sont un petit peu précaires. C'est limite du mentalisme. On leur propose de rentrer dans un réseau pour avoir des réductions sur un pack de produits introuvables ailleurs, mais un petit peu coûteux. Et après, une fois qu'ils ont acheté le pack, on leur explique que le simple fait de recruter des nouvelles personnes dans ce même réseau leur permet de gagner de l'argent et de toucher un pourcentage pour chaque parrainage et qu'au final, c'est quand même bien plus rentable que de vendre des produits qu'ils avaient achetés si cher. C'est vraiment un droit d'entrée déguisé sous des produits. Pour la société Eatworks par exemple, qui vend principalement des produits de beauté et minceur, il est demandé aux nouveaux entrants d'acheter un pack de présentation et ensuite de recruter de nouveaux collaborateurs qui eux aussi vont acheter leur pack de présentation et ainsi de suite. On retrouve donc bel et bien le système pyramidal de départ caché derrière des produits qui au final ne se vendent que très peu. Ils sont juste une parade un peu légale qui marche sur le fil de la loi. Prenons le cas d'Herbalife, c'est hallucinant. En 1981, Mark Hugh crée aux États-Unis une marque de produits de nutrition amaigrissants et des soins personnels, cosmétiques, etc. Herbalife. 2 ans plus tard, la société ne tourne pas trop mal puisque son chiffre d'affaires est de 2 millions de dollars. 24 ans plus tard, 1885 milliards. C'est une société active dans le monde entier, ils sont partout. Le système de distribution d'Herbalife a été au centre de toutes les polémiques parce que la vente des produits est effectuée par les consommateurs eux-mêmes. Ils sont obligatoirement adhérents de la société contre une petite marge sur le prix des produits. Ils ont pour mission évidemment de recruter de nouveaux adhérents. Pendant les réunions d'information, il y a des responsables d'Herbalife qui font miroiter des salaires mirobolants, mais c'est toujours à l'oral, il n'y a pas de traces écrites et ils incitent les adhérents à ratisser de plus en plus de monde, même auprès de leurs proches, ce qui permet à la société, via le système pyramidal, d'élargir son réseau de vendeurs et de consommateurs sans avoir à payer de personnel. Donc il y a et le pyramidal et un côté un peu ubérisation. Il faut payer un pack pour entrer, mais la société génère ici réellement de l'argent grâce à ses produits. La première personne a tout intérêt à faire venir d'autres personnes à rejoindre le concept parce qu'elle va recevoir une commission sur chaque inscription directement. Et cette commission devient en réalité le moyen de payer la personne qui est au-dessus, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle va faire la personne qui est en dessous? Elle va chercher d'autres membres et elle et son parrain toucheront encore un peu plus et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc le système pyramidal draine non-stop des gens et leur entourage qui cherchent lui aussi à gagner de l'argent par cette même méthode. Et quand arrive le moment où plus personne ne peut être recruté, eh bien, ce sont comme d'habitude ceux qui sont au haut de la pyramide qui raflent le marché. D'ailleurs, le turnover se fait que à la base de la pyramide, jamais au-dessus. Ça change pas. Et plus on se situe à un niveau élevé de la hiérarchie, plus les commissions et les bonus chez Herbalife sont élevés et plus le prix d'achat des produits est réduit. Il arrive donc régulièrement que des consommateurs qui avaient été approchés dans un premier temps pour acheter des produits soient amenés à devenir eux-mêmes distributeurs, ne serait-ce que pour obtenir les réductions sur l'achat des produits que eux-mêmes consomment pour leur consommation personnelle. Cette affaire a été rendue publique par l'investisseur et activiste Bill Ackman. Ackman, c'est un investisseur américain qui crée en 2004 le fonds d'investissement Pershing Share Capital. En 2012, il a alors 46 ans, il investit depuis son fonds à lui 1 milliard de dollars pour parier sur le fait qu'Herbalife va tout simplement s'écrouler. La raison, selon lui, la société ne vaut rien puisqu'elle est fondée sur un système pyramidal. Et dans les 10 jours qui suivent cette annonce, la valeur boursière d'Herbalife chute de moitié. C'est énorme. La société se défend
Et Michael Johnson, qui est le directeur général à ce moment-là, va même jusqu'aux menaces en disant que l'Amérique ne se portera que mieux quand elle sera débarrassée de Bill Ackman. Donc c'est une vraie guerre dans les médias qui poussera d'ailleurs Ackman à s'offrir les services d'une protection rapprochée parce que y a beaucoup trop de gens qui sont dans la société Herbalife. Mais en 2016, la commission du commerce américaine, la FTC, qui était alors chargée depuis 2 ans de déterminer si Herbalife reposait sur une pyramide de Ponzi ou pas, ne suit pas Ackman. Elle ne considère pas qu'Herbalife suive un système pyramidal et il y a un accord qui prévoit quand même par contre que la société Herbalife verse 200 millions de dollars et qu'elle restructure en profondeur ses activités pour que les membres soient récompensés en priorité pour ceux qu'ils vendent et non pas pour le nombre de personnes qu'ils recrutent autour d'eux. Mais il y a quand même juste un espèce d'arrangement avec la présidente de la FTC qui a tout de même rappelé que la société n'a pas hésité à faire miroiter à ses distributeurs la possibilité de gagner des milliers de dollars par mois et même de devenir riche. C'est une publicité mensongère parce que dans les faits, la plupart d'entre eux ne gagnent pas, peu, mais souvent pas d'argent du tout. Les pyramides de Ponzi ont encore de beaux jours devant elles. 60 pyramides de Ponzi ont été découvertes aux États-Unis en 2019. C'est comme ça tous les ans, donc il y a à peu près une qui est démantelée par semaine. Ça représente 3,24 milliards de dollars d'argent escroqués tous les ans selon les estimations. Et encore, je dois être en dessous de la vérité parce que le montant collecté auprès des investisseurs un peu naïfs ou qui se font avoir a doublé par rapport à 2018. Et ça s'explique encore une fois avec les réseaux sociaux. Les arnaques se portent sur l'immobilier, sur des panneaux solaires, sur des diamants, sur des crypto-monnaies, sur des produits de beauté. Et comme je vous l'ai déjà dit, plus les placements sont atypiques, moins les investisseurs s'y connaissent et moins ils se méfient du coup. Et tant qu'il y aura des nouveaux marchés à conquérir, les pyramides de Ponzi continueront de fleurir, sauf si le monde entier est informé du fonctionnement de ces pyramides, auquel cas plus personne ne se ferait avoir. À très bientôt. Ciao 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 ciao.